me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr. Il fait chaud, il fait très chaud même, mais c'est bien la rentrée, c'est notre rentrée. On est évidemment très content de vous retrouver. On a plein de choses qui nous attendent, qui vous attendent pour cette saison à venir, et on va commencer tout de suite dans le dur. On va commencer tout de suite à fond de balle, puisqu'on va vous parler de Mortal Kombat, de la série en général à l'occasion de la sortie de Mortal Kombat 1 qui sort le 19 septembre prochain sur à peu près toutes les consoles qui existent actuellement. Et pour en parler, j'ai mon équipe de choc autour de moi. Je suis flegmatique, je serai votre Raiden aujourd'hui, votre narrateur. Et avec nous, avec moi, nous avons, eh bien, il est un peu notre Johnny Cage depuis son passage sur BFM TV. Il est en lice pour l'Oscar de la meilleure chronique. C'est bien sûr notre Menro, à nous. Bonjour Fleg, bonjour à tout le monde. Un plaisir d'être là. Donc du coup, je suis un peu le Jean-Claude, c'est ça? Oui, tu peux nous faire un grand écart. C'est pas filmé aujourd'hui, donc. Et hop. Voilà. Et oui, il te fait bien. Hein. Et je le fais il pas fait mal. très très bien. Et avec nous avons aussi, eh bien, il est un peu celui qui a le feu qui brille au fond de ses pupilles, notre dieu solaire, notre weeb magique, c'est bien sûr Liu Kang Taksu. Bonsoir, bonjour. Ah ok, non, moi je voulais être Kitana à la base, c'est ma main sur MK. Je suis un peu déçu d'être Liu Kang, je veux dire ce gars de base, mais non, évidemment je suis très heureux de pouvoir parler de Mortal Kombat, surtout très heureux de pouvoir le faire avec un bro, évidemment. Effectivement, c'est l'une des nouveautés de cette saison. Nous avons un invité, et bien sûr, pour parler de Mortal Kombat, il nous fallait l'expert français en la matière. Une sommité, on peut dire, de Mortal Kombat, à la fois joueur pro, cast, organisateur de combat, avec de tournois, avec son asso Yuzu Gaming. Anciennement, vous l'avez vu forcément sur le stream, aux côtés de Menro. Il est encore dans Mon Gain Sûr. Il a plein d'autres projets à venir. C'est Reza, bienvenue. Bonjour. Magnifique présentation, ça en fait même un petit peu trop pour moi, alors que je ne suis qu'un humble être humain. Voilà. Tu mérites. Un pauvre retraité qui ne gagne plus de tournois, mais qui va revenir bientôt. Merci en tout cas pour l'invitation, les gars. Ça fait plaisir d'être là, et ça fait plaisir encore une fois de parler de Mortal Kombat, hein, même si voilà, y a la canicule, on a dû traverser Paris, on a dû faire le tour du métro. On est toujours présent quand il y a un petit sujet Mortal Kombat pour essayer de mettre un peu d'ambiance en France par rapport à la licence. Et ouais, parce que tu l'as dit toi-même, ça t'a donné envie de revenir. On va parler évidemment de Mortal Kombat 1 qui sort le 19 septembre. On va en parler. C'est un reboot, on peut le dire, hein, de la série qu'on a connu plusieurs depuis plus de 20 ans maintenant. On va revenir sur la franchise dans son intégralité, dans son ensemble. Alors à la fois les jeux vidéo bien sûr, mais Mortal Kombat c'est plus que ça, c'est des films, des comics et tout ça. On va le traiter en une heure bien compacte, bien dense, mais voilà pour faire le tour. Alors, je vais commencer par effectivement faire une présentation non exhaustive de Mortal Kombat. On vous a dit, il y a plus de 20 ans d'histoire derrière. Plus de 30 même, je peux me permettre. Plus de 30, effectivement. Plus de 30, oui, mon Dieu, oui, 92, c'est mon année de naissance. Oui, effectivement. J'aimerais bien avoir 20 ans tu encore. commences à être vieux en fait. Ah ouais. Mais non, c'est pas là-dessus. Mais tu es né dans les années 90, toi aussi. Voilà. Donc, série de jeux lancée en 92. Plus de 80 millions de jeux vendus maintenant à travers toutes les époques, toutes les consoles. Il y a 12 jeux canon, MK1 et le 12e. C'est tricky, il faut suivre un petit peu. Vous allez voir, ça a changé plusieurs fois de dénomination. Une quinzaine de spin-off. On va pas revenir sur tout. On l'a dit, une grosse place maintenant dans la pop culture. Et je vais commencer avec une question très simple. Messieurs, c'est quoi votre rapport? Comment s'est faite votre découverte avec Mortal Kombat? Je vais commencer par Reza. Aïe. C'est à toi que vient l'honneur. Bah écoute, moi, c'est une histoire que les gens de mon stream ont entendue 56 fois. Donc c'est là que j'ai l'impression encore plus d'être vieux, parce qu'ils vont me dire, putain, Reza, tu radotes. Mais Noël 96, voilà. Kevin, si tu nous vois, grand frère, je t'embrasse, un grand cousin à moi. Il nous avait offert sa Super NES, à mon frère et moi, avec tous ses jeux.
Noël 96. Et du coup, dans ce lot de jeux, il y avait la cassette Super Mario All-Star qui avait plusieurs jeux Mario dedans, Mortal Kombat 1, 2, 3, Killer Instinct, Street Fighter 2 et Fatal Fury Real Bout. Donc, joli select. Une belle époque. Je me demande bien pourquoi Donc, t'es devenu joueur compétitif. Exactement, tu vois. Donc très rapidement, voilà, on a eu la Super NES avec les jeux de combat et à la maison, c'est comme ils disent les Américains, winner stays on, donc celui qui gagne garde la manette. Donc c'est vrai que tu veux pas être nul longtemps. Mais sinon, c'est un peu ça mon premier rapport du coup aux jeux de combat et plus précisément aussi à Mortal Kombat. Ouais, bah c'est que logique, j'ai envie de dire. Une belle époque de la Super Nintendo. Menro. Moi j'ai une rencontre un peu particulière avec Mortal Kombat, puisqu'elle s'est faite en arcade. Donc c'est déjà c'est le début des années 90. Je suis avec mon cousin qui est un peu plus jeune que moi et on connaît Street Fighter. Ça y est, Street Fighter 2 est arrivé, on connaît et on voit cette bande d'arcade incroyable Midway là avec des personnages quasi réalistes pour l'époque, digitalisés, je sais pas comment on dit. Ouais, c'était ça, digitalisé. Digitalisé, enfin voilà. Énorme aussi. Ouais. Numérisé En FMV, En FMV, ouais. full motion vidéo. Pardon. Et alors on met la pièce dans la bande d'arcade comme ça et je me souviens, on se dit qu'on va pas faire du versus, on va essayer de se relayer pour affronter la première tour comme ça du jeu. Et le réflexe, c'est que le premier personnage que j'affronte, c'est Raiden. Je sais plus qui j'ai, je crois que j'ai un Sub-Zero ou un Scorpion de base. Et j'ai Raiden. Et Mortal Kombat, il y a une spécificité, c'est qu'il y a un bouton pour bloquer. Mais quand tu es joueur de Street Fighter, tu sais pas, donc tu fais arrière. Donc c'est un stick analogique, enfin le stick d'arcade quoi, et j'appuie sur arrière pour éviter Raiden qui me balance un coup de foudre. Et là, je vous promets, j'ai une décharge électrique qui m'arrive dans la main pile à ce moment-là. Parce qu'il devait y avoir un faux contact. Voilà. Et je venais de voir un James Bond avec Sean Connery où le Sean Connery, il fait un jeu où il se prend des décharges électriques. Et je me suis dit, oh, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en vrai. Et vraiment, j'étais convaincu que c'était un jeu où tu ressentais en vrai, dans la vraie vie, quand tu te prenais des dégâts. Donc évidemment, non, c'était un faux contact avec la prise de terre. Le truc n'était pas du tout aux normes. Mais le choc du réalisme into, je me prends une décharge alors qu'il y a un mec qui m'envoie de la foudre. J'étais subjugué par le truc. Et du coup, je suis devenu fan de Mortal Kombat à cause d'un mec qui a mal branché sa multiprise. Quoi. Ça, c'est un coup du destin, j'ai envie de dire. Clairement. Et Otaksu. Une histoire assez analogue à Reza finalement, parce que même si moi ma première console n'a pas été la Super Nintendo mais la Mega Drive, rachetée, je sais. L'équipe d'en face. Voilà, l'équipe d'en face. L'équipe d'en face. Mais rachetée du coup du voisin un petit peu plus grand, parce qu'on n'avait pas le pognon dans ma famille d'avoir la PlayStation de l'époque. Mais dessus, un des premiers jeux que j'ai eu, c'était MK2. Du coup, j'ai pas commencé directement sur l'un et je pense que j'étais plutôt content finalement de pas le faire. Parce que MK2 tournait magnifiquement bien et moi, je jouais évidemment en Sub-Zero parce que j'étais une Basic Bitch. Mais tout ce combat face à Goro que j'arrivais pas à dépasser dans la tour, ça a été probablement 3 ans de ma vie quoi, sur cette chère Mega Drive et cette chère télé cathodique avec une image verte bien dégueulasse. Et oui, parce qu'on rappelle qu'à l'époque on n'avait pas 1 milliard de jeux, donc quand on était bloqué sur un jeu, on y passait toute notre vie juste pour arriver au niveau suivant et après on avait une chance d'avoir un autre jeu ou pas qu'on pensait pendant trop longtemps, et il n'y avait pas autant de sorties aussi oui, accessoirement, à l'époque. Ouais. Et toi du coup mon cher Flegg? Alors moi c'est bien pour ça que je tiens le micro et le rôle de présentateur aujourd'hui encore plus que d'habitude, c'est-à-dire que moi Mortal Kombat c'est une série de jeux vidéo qui a une ligne parallèle à la mienne. Vraiment déjà de base je suis pas tellement jeu de combat, je me suis retrouvé avec un Street Fighter entre les mains un peu comme, tout le monde. Clairement, ouais voilà, tu te souviens. Non mais attends, j'allais enchaîner, tu te souviens toi-même de quelques branlées prises, voilà. Et d'ailleurs, on peut le dire, on a participé, notre tournoi qu'on a fait ensemble sous le nom de Le Grand Pop, c'était le Yuzu Winter Games, Winter Challenge. Exactement. C'était Menro était venu, je me rappelle. On était là tous les trois. C'était de mémoire novembre 2019, je crois que ça devait être avant le Covid, et c'était juste à côté de chez moi à l'époque, et on avait fait une prestation, ma foi, honorable à défaut d'être remarqué. J'ai passé un tour, j'étais content. On était plutôt content content aussi,
normalement. Moi aussi, parce qu'il y avait un mec dans ma poule qui était pas venu, je crois. Donc, Victoire par Ça, faut défaut. pas le dire. non, mais si, j'ai Faut dit, pas le dire. Exactement. Et j'avais été pas dégueu sur contre une Shogmina d'ailleurs, je me souviens pas. Bref, toujours est-il que moi les jeux de combat c'est quelque chose que je suis d'assez loin et voilà, c'est l'instant révélation. Je ne m'ai même C'est pas pas grave. souvenir d'avoir tenu dans les mains un jeu Mortal Kombat de ma vie ever quoi. On va Mais, régler ça. t'as On va réglé régler la ça. à ce point-là, ouais. Et même au niveau des films, finalement, j'ai vu celui de 95 parce Le qu'il y avait premier. eu la sortie en 2021 de l'autre Booze, là, dont on va reparler après. Et même ça, j'ai découvert assez tard. C'était des choses que je connaissais sans connaître. Enfin, tu vois, quand tu Un peu vois dur, quand tu vois un peu par procuration, finalement, quoi, tous les jeux qui sortent. Donc, pas de vrai rapport, mais curieux, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose, et ça aussi on va en reparler, il y a quelque chose au-delà du jeu de combat pur, il y a tout un lore, il y a tout un univers, il y a énormément de personnages, et ça a l'air très très riche, et c'est ce qui fait, je pense, que finalement on s'y attache et qu'on y revient jeu après jeu, et période après période, quoi, que ça a traversé les décennies. Et justement, on va en parler, on va revenir un petit peu aux origines de Mortal Ouais. Kombat. C'est notre instant rétro, c'est la rétro Taxu sur Mortal Kombat. Vas-y, lance-toi. Et oui, parce que là, évidemment, c'est une histoire extrêmement riche. Donc, on va revenir aux origines, notamment en 1988. À l'époque, Menro avait 30 ans. WMSC Bâtard. Industries profite de sa récente rentrée en bourse pour acquérir 32. Midway, l'un de ses compétiteurs sur le secteur toujours plus profitable des flippers à destination des salles d'arcade et des bars américains. C'est ainsi qu'un certain Ed Boon, pourtant une jeune recrue de l'époque, s'est retrouvé propulsé manager au sein de Midway alors que John Tobias, lui aussi un jeune artiste, venait de rentrer dans les rangs. La raison de l'arrivée du jeune artiste est tout simplement de tenter de marquer un peu plus le secteur des jeux vidéo, les bornes Midway de l'époque n'étant pas particulièrement marquantes sur ses premières années sur le nouveau secteur du divertissement. Mais en 91, l'entreprise réussit à décrocher une opportunité lucrative à l'occasion de la sortie du film Universal Soldier featuring Jean-Claude Van Damme. La production de film se rapproche de Midway pour créer une adaptation en arcade de sa dernière œuvre. John Tobias rêvait déjà auparavant d'un univers mettant en scène des ninjas en pyjama, mais son premier pitch parvenu aux oreilles d'Ed Boon, son supérieur de l'époque, sera hélas refusé. Face à cette nouvelle opportunité, alors que nous sommes en pleine explosion de Street Fighter 2 sorti en 91 et du nouveau genre du jeu de combat qu'il a créé, Tobias imagine une version totalement numérisée de Jean-Claude Van Damme qui irait taper sous la ceinture dans un univers bien plus mature et réaliste que les productions cartoon de cette époque. Mais hélas, le deal n'arrive pas à fruition et l'entreprise n'arrive pas à récupérer les droits d'adaptation de Bloodsport, un autre grand film de ce cher JCVD. Qu'à cela ne tienne, ils garderont leur idée novatrice pour un tout nouveau titre rebaptisé Mortal Kombat et dont le premier personnage jouable ne fut autre que Johnny Cage, un hommage parodique à Jean-Claude Van Damme dont il partage d'ailleurs les initiales JC. Pour ce nouveau jeu de combat sorti en 92, deux traits le distinguent de tous les autres dans les salles d'arcade. Tout d'abord, le fait que les personnages du jeu soient en vérité des photos numérisées et animées d'acteurs comme Richard Divisio ou Daniel Pessina, qui grâce à des costumes de ninja aux couleurs différentes finiront par incarner plusieurs personnages à eux seuls. La distinction face au style plus cartoonesque des productions Capcom sortira rapidement Mortal Kombat du lot. Mais surtout, Ed Boon et John Tobias ont bien pu suivre leur envie de développer un univers plus mature, ce qui se traduit par de grandes gerbes de sang et des coups spéciaux qui n'hésitent pas à sortir une colonne vertébrale complète d'un ennemi pour marquer sa victoire. Les Fatalities, aujourd'hui le marqueur le plus distinctif de la saga, sont nés tout simplement d'une haine d'Ed Boon pour la mécanique d'étourdissement des jeux de combat de l'époque. Quitte à ce que nos adversaires soient à notre merci, pourquoi ne pas les exécuter en beauté, s'est-il dit avant de programmer de multiples animations permettant de brûler vif, dépecer, écraser purement et simplement son adversaire en cas de victoire. Ed Boon à la programmation, John Vogel au graphisme, Dan Forden au son et John Tobias à la direction artistique et au scénario. Il n'aura fallu que 4 hommes et 10 mois de travail pour créer le phénomène Mortal Kombat qui par sa présentation violente et puissante a vite captivé les joueurs d'arcade américains.
Un peu trop même, puisqu'en 93, les sénateurs Herb Kohl et John Lieberman se saisissent de la tendance pour présenter devant le Congrès américain le cas de la violence dans les jeux vidéo et leurs influences néfastes sur la jeunesse. Les deux hommes politiques viseront particulièrement Night Trap, un jeu interactif mettant en scène un film d'horreur, et Mortal Kombat. De cette controverse va naître l'ESRB, l'organisme américain de classification des jeux vidéo, duquel découlera la création du PEGI en Europe. Les univers de l'Earthrealm, de l'Outworld et de toutes les factions ninja inspirées de la mythologie chinoise et imaginées par Tobias continueront de grandir sur les 2 épisodes suivants, toujours en arcade, mais voilà, les consoles 3D propulsées sur le devant de la scène par la sortie de la PS5 en 95 en Amérique commencent à doucement faire fermer 96, les salles d'arcade. 14. PS1. PS1, oui. Ah, t'avais compris PS5. Oui. Ah mais Non, bon PS1. monsieur, bien sûr que non, jamais, pas de moi, s'il te plaît. Donc du coup, ça commence doucement à faire fermer les salles d'arcade, donc il est temps pour Mortal Kombat de se renouveler. L'équipe de développement s'essaie à la 3D en créant tout d'abord Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Les mauvais souvenirs. Aïe aïe aïe, un spin-off On va skipper. permettant... On va skipper évidemment. Un spin-off permettant d'incarner le fameux ninja bleu dans un jeu d'aventure essayant de mélanger l'ADN 2D d'original avec des décors en 3D pour un résultat catastrophique, hein, Oui. clairement. Mortal Kombat 4, le premier vrai épisode 3D de la franchise, ne ferait hélas pas forcément mieux. Le nouveau titre subit en effet des pressions de toutes parts de Midway maintenant que Mortal Kombat est devenu sa poule aux œufs d'or. Le staff s'est considérablement agrandi mais est devenu plus difficilement gérable, et quant aux idées fraîches pour profiter de la 3D, elles sont pas très efficaces, hein. Au centre de nouveautés, on retrouve la possibilité de faire un pas de côté pour éviter les attaques, mais surtout un nouveau système d'armes à équiper ou déséquiper en temps réel. La fausse bonne idée, mais hélas ce n'est pas assez pour convaincre les joueurs de 97 qui venaient de goûter à la première version de Dead or Alive. Ça envoyait plutôt sur la 3D. Un deuxième spin-off en 2000, baptisé Mortal Kombat Special Forces, n'a fait que mettre sur la bouche de tous les observateurs la même question. Et si l'équipe Mortal Kombat était pas forcément prête pour la 3D? Tu m'étonnes en voyant tout ça. Ouch. À la sortie de Deadly Alliance en 2002, Midway abandonne définitivement les salles d'arcade et ça se ressent. La nouvelle cuvée Mortal Kombat va véritablement se pencher sur la 3D et faire évoluer son gameplay pour permettre aux joueurs de notamment se déplacer plus librement sur sa grille. Les modèles 3D sont plus expressifs, plus réalistes et l'équipe de développement, que John Tobias a depuis quitté pour devenir indépendant, s'est mise en tête d'offrir autant de subtilité que possible en permettant à chaque combattant de choisir entre 2 styles de combat à main nue ou un style à base d'armes. C'est ça. Une bonne cuvée pour retrouver toutes les idées. Mais voilà, la fête Mortal Kombat de la fin des années 90 s'essouffle au début des années 2000. La fatigue entourant les jeux de combat se fait toujours plus grande, et alors que Midway continue de pousser l'équipe à créer des spin-offs comme le très moyen Shaolin Monks de 2005... Shaolin Monk, ça va au tax. J'ai dit très moyen. Ça va. J'ai dit très moyen. Et à sortir rapidement ses suites officielles tout en abaissant le taux d'hémoglobine, comme Armageddon en 2006, la sauce ne prend plus comme avant. Le dernier effort de Midway en 2008 pour traire au maximum ses vaches à lait, Mortal Kombat vs DC Universe, n'a convaincu personne alors qu'il n'a fait que choquer les fans de l'un ou l'autre bord sans jamais sublimer l'ensemble. Le coup près tombe en 2009, Midway déclare sa banqueroute et l'avenir de Mortal Kombat est incertain. Un véritable coup du sort alors que la même année, la sortie de Street Fighter 4 sur console de salon ravive la flamme des jeux de combat chez les gamers. Pas de panique pourtant, face à la tendance toujours plus grandissante des jeux vidéo dans le milieu du divertissement, Warner Bros profite de la banqueroute de Midway pour s'accaparer les droits de Mortal Kombat. Ed Boon est toujours à la tête de la franchise, mais son studio ne sera plus Midway Games Chicago, mais Warner Bros Games Chicago. Un nom qui aura tenu moins d'1 an avant que l'équipe trouve enfin sa dernière identité, NetherRealms Studio. Yes sir. Oh yeah! Avec la sortie de Mortal Kombat en 2011, le 9e épisode principal de la série, elle retrouvera enfin un nouvel élan en revenant à ses fondamentaux. Retour au gameplay 2D, mais aussi à ce qui a toujours fait la force de la licence, la violence gratuite au centre de son humour grotesque et une direction totale de ses créateurs sur le projet. Ils mettront d'ailleurs les bouchées doubles en permettant aux joueurs de découvrir un mode histoire bien travaillé, la possibilité de jouer en tag avec 2 personnages dans son équipe et une challenge tower remplie de défis pour les joueurs solo, sans compter un mode en ligne bien fourni.
Depuis, Mortal Kombat est enfin revenu en odeur de sainteté. Mortal Kombat 10 a su se démarquer sur le circuit compétitif pour sa longévité et l'attention portée à son équilibrage et son suivi, sans compter des personnages invités en DLC comme Predator ou l'Alien qui ont permis aux développeurs comme aux joueurs de cocher des rêves d'enfants. Et si Mortal Kombat 11 n'a pas été le plus acclamé sur le circuit compétitif, son mode histoire superbement mise en scène aura fini de mettre une claque à tous ses concurrents critiqués pour leur manque d'attention sur le contenu solo. Une histoire qui permettra d'ailleurs à NetherRealm Studios de faire table rase sur les scénarios parfois alambiqués qui ont fait sa force comme sa faiblesse pour repartir de zéro. Voilà qui explique désormais l'arrivée de Mortal Kombat 1 le 19 septembre. Un épisode qui se veut être une nouvelle naissance pour la série mais dont on peut voir l'inspiration prise de son passé. Les nouveaux combats en tag, les invités déjà annoncés comme Homelander, Peacemaker ou Omni-Man et bien sûr le rêve enfin réalisé d'Ed Boon alors que Johnny Cage revêtra pour cet épisode les traits de Jean-Claude Van Damme. La boucle JCVD. est bouclée. Merci Excellent. Otax pour cette grande présentation. Si mes deux mains étaient libres, j'applaudirais. Il y a eu des balles gratuites quand même, mais excellent. Il en faut. Et d'ailleurs, je vais te lancer là-dessus, puisque là, on a passé 30 ans en revue. Toi, t'as Wow. découvert ça en 96. Déjà, t'as dit, t'avais reçu Street Fighter en même temps que Mortal C'est Kombat. ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus dirigé vers l'un ou vers l'autre? Et qu'est-ce que tu gardes on va dire, des 15 ans jusqu'au reboot de 2011? Qu'est-ce que tu gardes un peu dans tout ça, avec un peu ton œil d'enfant de l'époque? Ouais, je garde un peu tous les jeux de la ligne principale en vrai. Et même pour dire, à l'époque sur Super NES, moi je jouais à tout. J'avais bien évidemment des préférences, aller se tourner plus vers Street Fighter 2, MK3 et Killer Instinct. Je kiffais un peu moins Fatal Fury, mais j'ai pas eu... Je me suis pas tourné vers une école. Je suis pas un enfant d'une école, je suis vraiment un enfant qui a goûté à plusieurs écoles et qui a été habitué à ce que ce soit comme ça. On avait 2 heures pour jouer, parfois le samedi ou parfois en vacances. Fallait qu'on tourne sur les jeux, donc on tournait à peu près sur tout ce qui se faisait. Mortal Kombat, moi personnellement, c'était du bon. Mortal Kombat Trilogy, pour moi, ça reste quand même aussi dans le prime de Mortal Kombat. Donc Trilogy, c'est la dernière version de Mortal Kombat 3, Ouais. parce qu'il y avait plusieurs mises à jour à l'époque. Reconnu comme la meilleure 2D, tout bêtement. Exactement, par exemple. Les classiques, ouais. Donc ouais, c'est un giga classique MKT. Derrière, on arrive à Deadly Alliance. Deadly Alliance, à l'époque, pour moi, pareil, de mon point de vue, de mon point de vue d'adolescent, parce que quand Deadly Alliance, je crois, il sort en 2002, si j'ai pas de bêtises, j'ai 10 ans. Je le récupère, je crois, en 2003 dans un bac en occasion à Chambourcy. J'accompagne maman faire les courses et je rentre à la maison et justement, tu vois ce passage. Moi, je l'ai eu sur première Xbox. En fait, à l'époque, moi, je kiffais la Xbox parce que moi, j'aimais bien Bill Gates quand j'étais gamin. Je voulais devenir informaticien, c'était mon rêve. Ok. Donc j'aimais bien ce qu'il faisait, j'aimais bien ce qu'il proposait. La Xbox était très puissante, donc je prenais les jeux dessus. Et Deadly Alliance, quand tu passes de MKT à Deadly Alliance, en fait, tu ressens vraiment la noirceur de Mortal Kombat en plus. C'est-à-dire que quand j'ai Deadly Alliance, j'ai 11 ans, et ils font le mode de jeu La Crypte, qui a été créé dans Deadly Alliance. Et quand je suis à La Crypte, tout seul à la maison, je suis un peu mal à l'aise. J'ai pas peur, mais je suis un peu mal à l'aise. Parce que quand tu lances La Crypte, t'as des gens qui crient, qui se font torturer, tu les vois pas, tu les entends juste, mais y'a personne à la maison, je suis dans le noir. C'est des ambiances comme en ça, vrai. voilà. là, C'est bien, je suis vrai, d'accord. ouais, c'est vraiment bien. C'est celui où il y a eu Bo Show et tout ça là. Exactement, Ah, ok. exactement. Celui où Boraicho et compagnie ils arrivent avec les 3 styles de combat dont Otatsu a parlé. Et pour moi, c'est vraiment un tournant essentiel dans ce qui est devenu Mortal Kombat aujourd'hui, parce qu'on pousse aussi vraiment le côté mode de jeu. On a La Crypte, on a le mode Conquest qui est un peu, on va dire, en mode bêta, qui se confirme sur le jeu suivant, donc Mystification, auquel Melrome disait qu'il n'avait pas joué. Ouais. Et on enchaîne derrière du coup avec Mystification qui fait un vrai mode Conquest qui est en fait un open world. Aujourd'hui, tout le monde est content, les open world, blablabla, blablabla. Il y a Street 6 qui a fait le World Tour, c'est marrant 2 minutes, on l'a fait en 2004. Tu vois, la réalité elle est là, c'est qu'en 2004, tu Ça lances se fait respecter, voilà, hein. tu lances Mystification, le mode histoire du jeu c'est un open world et tu passes par tous les royaumes de Mortal Kombat. Tu joues donc Shujinko qui va recevoir un peu une sorte de qui va recevoir une sorte de message des dieux anciens. Bon, spoiler alert, c'était pas les dieux anciens. Et il va croire qu'il est en mission pour eux sur l'ensemble du jeu et son pouvoir à lui c'est copier les techniques des gens. Donc tu vas rencontrer des maîtres du jeu qui vont t'apprendre leurs techniques, tu vas prendre leur gameplay, tu vas avancer et t'es en open world action RPG. Tu te balades, tu parles aux gens en mode RPG, etc. T'as même t'as un cycle jour-nuit. Tu peux faire la sieste et tu passes à la nuit. Le temps passe, tu vois le temps passer en accéléré. Et t'as les combats classiques comme dans Deadly Alliance. Donc ouais, c'est vraiment la mise en avant, les modes de jeu. T'avais aussi une sorte de puzzle combat, un peu un Puyo dans Mortal Kombat. Et Ils ont essayé vraiment plein de trucs, quoi. Il y a un moment où ils sont un peu cherchés, mais et c'était non, bon. mais même, Ouais, enfin, c'était très bon. Et t'avais combat chest. Donc dans Mystification, donc t'as combat chest, c'est un jeu d'échecs avec les pions. qu'est-ce qu'ils ont pas Et fait? du coup, tu joues ton personnage à la place.
et Ils ont fait un Puzzle Mario Combat, Kart, hein, tu vois. vraiment. Et derrière dans Armageddon, ils ont fait Motor Combat qui est le Mario Kart Mortal Kombat. Mais c'est ça que j'ai toujours kiffé et que je trouve très spécifique à Mortal Kombat, c'est que ils faisaient vraiment attention à te filer du contenu solo. Un jeu quoi. vidéo. C'était pas non, t'as besoin d'un pote pour jouer, vraiment ça. kiffer le truc quoi. C'est même quand t'étais en solo, t'avais des tonnes et des tonnes de trucs à faire. Et il y a peut-être que Tekken qui est relatif à Ouais, ça. à Et encore, l'époque, ils ont pas été à ce niveau-là. quoi. Soul Calibur le faisait au début, Soul Calibur, et après ils ont SC2, lâché. tout ça. Ouais. Menro, je vais te lancer parce que surtout, je pense sur la première période de Mortal Kombat, donc de 92 à 2011, avant le reboot. Quand on le regarde avec l'œil d'aujourd'hui, il y a un peu un côté ringardos, quoi. Si tu regardes vraiment de loin, quoi. En tout cas, en tout cas sur les débuts, on l'a dit, ça partait d'artistes martiaux, mais qui se déguisaient avec du cosplay. Et juste, il y en avait un, il était en rose, l'autre en bleu, l'autre en jaune, et puis bon, ça fait des personnages différents. Il y a plus que ça, il y a plus que cette image qu'on a des débuts des années 90, ça a évolué, ça a tenté plein de choses. Ouais, carrément, on a vu qu'ils ont essayé plein de styles de jeu, mais ils ont aussi essayé de donner un cadre à leur univers à la base. Le premier Mortal Kombat, oui, s'il y a deux ninjas de la même couleur, c'est parce que ils ont filmé ça avec un pauvre caméscope vraiment grand public, dans un hangar. Enfin, c'est vraiment l'histoire d'un petit studio qui tout d'un coup a du succès et ça défraye la chronique. Ça crée, comme l'a expliqué Otaksu tout à l'heure, ça crée aussi tout le principe des codifications, interdictions selon les âges. Et c'est vrai que c'est un univers qui est un peu potache. Très inspiré par le comics. John Tobias vient du monde du comics à la base, et au fur et à mesure on se dit qu'on va créer une mythologie, et c'est là que ça se passe dans ces années-là, au début des années 2000, pour arriver à, je pense, l'accomplissement, c'est le reboot Mortal Kombat tout court, l'épisode 9 de 2011, où là on a vraiment une acceptation quelque part de ce qu'était tout l'origine story de la saga. Et on se dit, bah voilà, maintenant on va présenter un jeu qu'on va scénaristiquement reprendre du départ et expliquer vraiment pourquoi, quand, comment, les antagonismes. Je veux dire, Sub-Zero qui tue Scorpion, c'est dans tous les épisodes depuis le début. À la base, c'est une ligne sur le jeu quand on lit la fin de Sub-Zero. Dans le premier MK, ouais. Dans le premier. Et là, ils en ont fait tout un creux du scénario. Une vraie histoire. Voilà. Tu peux en faire une série HBO. Hein. Le clan Lin Kuei chez Ryu, aujourd'hui, je me permets, Menro, excuse-moi, tu peux en faire une série HBO. C'est des histoires très classiques. En vrai, c'est même littéralement, je pense, l'histoire du clan Iga et du clan Koga. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. À l'époque, je crois vers 1500, à l'époque de l'ère Edo, t'avais deux clans ninja qui étaient interdits de s'affronter, qui étaient des clans qui étaient employés pour assassiner les autres. Et je pense que t'as un peu cette équivalence. Et du coup aussi, Scorpion est nommé après le célèbre ninja Hanzo Hattori, le ninja le plus célèbre, donc il s'appelle Hanzo Hasashi en comparo. Mais donc voilà, on s'inspire vraiment en fait des mythes qui existent pour faire Mortal Kombat. Et ils sont allés chercher jusqu'au bout. Donc il y a le Shirai Ryu, il y a le Lin Kuei qui ont un pacte d'un traité de non-agression. Après, on apprend que c'est Bian qui a assassiné la famille de Scorpion pendant que Scorpion n'était pas là. Puis plus tard, on apprend qu'en fait, c'était le sorcier Quan Chi qui s'était transformé en Sub-Zero, qui est venu les assassiner pour faire croire que c'était le Lin Kuei et pour ensuite ressusciter Scorpion pour qu'il soit un esprit vengeur qui travaille pour lui. Donc comme dit Menro, tu pars d'une ligne toute bête en 1992. Aujourd'hui, t'as une histoire complète. Et ça, c'est beau. C'est un truc que j'aime bien justement dans le lore MK, et que je trouve, je vais faire une rêve qui évidemment va énormément te parler, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur le Wu-Tang Clan, où il y a toute cette génération qui a grandi avec les VHS des films hongkongais d'exploitation ou des vieilles VHS japonaises qui tournaient, qui a du coup formé son imaginaire autour de tout ça. Et tu vois, MK 2D, c'est clairement des gosses de 20 piges qui s'éclatent à créer un scénario comme ça relatif justement les films hongkongais, le cinéma hongkongais. Ouais, voilà, tu vois. Les années 80. Et il y a effectivement MK9 qui arrive et qui fait bon, on a la base de quand on était ado, on s'est tapé un énorme délire. C'est-à-dire, on a mis des Chinois, après on a mis des ninjas japonais, après on a rajouté un monde fantôme. Finalement, il y a deux mondes. Puis il y a des démons et des vampires aussi. Et puis maintenant, on va rajouter des magiciens, des sorciers. Et des dieux anciens. Du coup, on crée toute une mythologie. Donc, à un moment, il fallait tout ordonner. Et c'est ce que fait MK9, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je vois MK9, de Ed Boon qui est passé de j'avais 20 piges à ok, je suis père de famille maintenant.
c'est cool ce qu'on a fait, mais il faudrait peut-être le cadrer un petit peu, quoi. Et le cadre qu'ils ont trouvé est parfait. Ça reste du grand n'importe quoi, super pop. C'est série Z, hein, mais c'est cool, quoi. Tu vois, il y a des ninjas, il y a des guerriers un petit peu comme ça, il y a des morts-vivants, il y a des fantômes, enfin morts-vivants, scorpions, enfin, il y a des plein de personnages comme ça, et les Américains, c'est des militaires. Enfin, on est quand même sur un truc ultra caricatural. Il y a, voilà, ou alors il y a Striker, l'un des personnages que je vomis depuis le début qu'il a été créé. C'est juste. Il est de retour. Il est de retour, punaise, bon sang. C'est vrai en plus. Le degré d'inspiration. Il fait un caméo, quoi. Non, mais c'est hyper caricatural. Quand il y a un personnage, c'est un chef indien. Alors, Killer Instinct l'avait déjà fait aussi avec Thunder, mais là, on a Nightwolf. Ils l'ont tous, hein. Killer Instinct, Street Fighter, MK, ils ont tous leur indien. C'est vraiment. C'est des gaijins qui font. Sur qui jouent avec la mythologie. Derniers épisodes, ils ont tous fait. On va peut-être appeler des gars de cette vraie culture pour retaper un peu ce personnage. Parce que. C'est-à-dire que c'est vraiment la vision gaijin. C'est ça. Et donc, il y a ce côté un peu plus mature peut-être où on se dit on va pas abandonner tout ce qu'on avait, mais par contre on va essayer de l'ordonner un petit peu, on va faire un peu de cosmogonie là-dedans, et je trouve que ça marche hyper bien, parce que le mode histoire de Mortal Kombat, le premier, j'en attends autant sur le prochain là, le Mortal Kombat 1 qui sort là dans quelques jours, quoi. C'est devenu une anomalie ça, parce que justement la Mortal Kombat 1 est mis autant sinon plus en avant pour son côté histoire, reboot, solo, avec Liu Kang qui est devenu le dieu du feu, qui reprend un peu vraiment le lead sur un peu tout le reste. C'est peut-être une des plus grandes forces finalement de la série, c'est-à-dire derrière son côté un peu concon du sang, de la tripaille, on prend pas le truc très au sérieux, qui arrive à creuser une histoire. Maintenant je vais vous demander, parce que pour le coup c'est vous qui avez joué à ça, je commence par toi Reza. Manette en main, côté gameplay, ça donne quoi? Parce que là aussi il y a eu des évolutions, mais le cœur du jeu, le cœur du gameplay, c'est quoi la spécificité de Mortal Kombat à travers les âges par rapport à d'autres, quoi? Comment il arrive à se différencier là-dessus? Comment il arrive à donner envie aux gens de s'y intéresser, pas juste par son histoire, mais par son gameplay pur et simple, quoi. Ouais, c'est mécanique de jeu, quoi. Ok, comme allait dire Menro, de toute façon la proposition unique, je pense, Mortal Kombat, c'est qu'on est un peu dans une sorte de mix. On est sur un mix de jeux 3D en 2D. En gros, tout simplement parce que tu avais un peu les différenciations de coups dans les jeux 2D et les jeux 3D à l'époque. Donc les jeux 2D, c'était des coups dits par Link. Donc tu tapes. C'est comme si tu tapes A point. Et dans les jeux de combat 3D, donc Soul Calibur, Tekken et compagnie, tu avais ce qu'on appelle des strings ou dial et combo. C'est-à-dire que tu faisais un enchaînement de coups, carré, triangle, rond, et ça allait faire les 3 coups d'affilée. Et donc dans Mortal Kombat, quand il trouve son identité, en fait, on se retrouve dans ce jeu qui est un jeu de combat 2D avec des mécaniques de jeu 3D. Supplément, on a la garde-bouton, qui à l'époque est une grosse spécificité des jeux 3D majoritairement. Donc on est un peu dans cet entre-deux qu'ils sont allés chercher, et qui fait que pas mal de joueurs 2D au final s'y retrouvent pas. Moi ça me tend encore aujourd'hui de voir des gens passer sur mon stream et me dire Reza, je peux pas jouer à MK parce que c'est la garde bouton. J'ai un peu du mal à je vais t'interrompre très vite parce que tu parles effectivement de la garde, qui est un truc très spécifique. J'en ai écrit un article sur le Grand Pop, c'est pour ça que je t'interromps, mais c'est vrai qu'il y avait le plan 2D à la base qui faisait que la garde était arrière. MK a fait le choix d'avoir un bouton pour la garde, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en termes de gameplay, la garde est plus ou moins absolue. Ça limite à haut ou bas. Au bas, ouais. Et ça permet à Mortal Kombat d'avoir quelque chose que les autres jeux de combat en 2D n'avaient pas, des personnages qui peuvent se téléporter d'un côté à l'autre extrêmement rapidement, chose que tu ne peux pas faire quand ta garde c'est arrière. Donc ça a vraiment aussi poussé une dynamique de combat très différente. Merci pour ce qui est hyper intéressant à observer, c'est que effectivement toutes ces spécificités qui sont du pur gameplay se retrouvent aussi dans la forme du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un jeu en 2D tel qu'on pouvait l'imaginer avec des sprites comme ça se faisait à la période de la Super Nintendo ou de la Mega Drive. On est dans des jeux en 3D, mais qui se jouent sur un plan 2D. À 2,5 et c'est exactement la même philosophie de se dire qu'à un moment on a récupéré des logiques de 3D qu'on a appliquées sur un plan 2D. Enfin voilà, c'est des logiques de production parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher. Mais c'est intéressant de voir comment la forme rattrape le fond aussi. Et comment on s'y retrouve alors au niveau même des personnages là depuis le temps, on en est au 12e jeu canonique. Si tu vas chercher dans genre un Mortal Kombat wiki, des personnages, t'en as littéralement des dizaines, je sais même plus à combien ils sont, 50, 60. Comment ça s'organise, quels différents types de personnages, de gameplay le jeu arrive à créer et
est-ce qu'on s'y retrouve en termes de différence de gameplay entre les personnages? Alors le gameplay, oui, parce que il est hyper riche et on va voir que même s'il y a il y a plein de ninjas habillés avec des couleurs différentes, ils sont carrément différents en vrai quand tu les joues. Mais au-delà de ça, ce qui est hyper marrant, c'est que c'est un peu comme les Avengers, quoi. Avengers, il y a Captain America, il y a Thor, il y a Iron Man. Et tu veux jouer avec ça, tu veux voir ces personnages-là, ces héros-là. À partir du moment où on commence à te mettre des seconds couteaux comme Vision, c'est sympa, mais le public se désintéresse. Et bien Mortal Kombat, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on va rajouter plein de personnages et grâce à leur gameplay, ils vont pouvoir rester dans le temps, mais on le voit, il y a eu le reboot de Mortal Kombat 9 en 2011, là on revient encore aux origines, on veut garder ce personnage et ce cœur de la meule pour avoir les personnages qui ont le plus de charisme, d'histoire, de richesse, d'écriture, etc. Mais alors c'est quoi les personnages qui ont le plus de sympathie à vos yeux? J'en profite justement, et c'est là que je trouve que NRS a été ultra fort. Vraiment là, je dis pas ça en tant que fan de Mortal Kombat, parce que les gens vont me tomber dessus, ah mais Reza, t'es payé par Warner pour défendre Mortal Kombat. Non, c'est faux, spoiler alerte. Mais Mortal Kombat, c'est là vraiment que ça devient une anomalie de ouf. Parce qu'à part Smash Bros, c'est le jeu de combat le plus vendu. MKX a fait 12 millions, MK11 a fait plus de 12 millions. Donc on est vraiment sur un truc ultra populaire. Et en fait, comme vous disiez tout à l'heure, on passe de jeunes hommes de 20-25 ans à des darons aujourd'hui de 50-55 ans qui savent ce qu'ils font et qui ont envie de rendre leur univers un peu plus mature. Bah aujourd'hui, la majorité des personnages sont stylés. Et Mortal Kombat 1, on reviendra dessus tout à l'heure, je pense, mais un des grands paris réussis de Mortal Kombat 1, et pourquoi je pense qu'il a le potentiel d'être le meilleur Mortal Kombat de l'histoire de MK, c'est parce qu'il regroupe les meilleurs persos de chaque génération de Mortal Kombat. Et c'est le premier qui va le faire. Ce que disait Menro tout à l'heure, c'était très intéressant. Exactement. Ce que disait Menro tout à l'heure, c'était très intéressant, c'est que Mortal Kombat 9, en vrai, c'est 95% du cast de MK Trilogy. Donc le MK avec lequel j'ai grandi, MK3. Donc c'est la base. On remet ce que les gens connaissent, ce que les gens ont aimé, les gens ont grandi avec ça. Ok, mais ça c'est facile. Moi j'ai toujours dit en vrai, c'est dur, mais en même temps c'est facile. Tu vois, tu donnes Noob Saibot à un enfant des années 90 qui a joué à Mortal Kombat, il le connaît, il va être content. Pour moi le défi il va être, ok, je vais mettre Havik, qui a été amené dans Mortal Kombat Mystification, qui a fait moins de ventes qu'un Mortal Kombat 3 ou 2, que tout le monde ne connaît pas, mais est-ce que je peux le rendre stylé auprès du public d'aujourd'hui? Et je trouve que MK1, ils ont été trop forts avec ça, parce que les persos de l'ère 3D qu'ils ont ramenés, il n'y en a aucun qui a été ramené pour rien. Otax. Il y a aussi une spécificité, je trouve, des personnages de Mortal Kombat qu'on peut plus ou moins relier à Darkstalkers. Va falloir me suivre jusqu'au bout, le jeu de combat de Capcom, Vampire Savior au Japon. C'est qu'ils vont vers quelque part des archétypes de monstres universels. Même si Darkstalkers allait vraiment dedans en te mettant le Frankenstein, etc. Dracula, loup-garou, là on va dans justement cette espèce d'imaginaire collectif occidental dont on parlait, que le Wu-Tang a repris, etc. sur l'aspect asiatique. Mais il rajoute aussi ce côté monstre originel où tu vas avoir un vampire, tu vas avoir un démon, tu vas avoir un ange, tu vas avoir ce genre de choses. Et ils arrivent à faire en sorte que ce mélange fonctionne. Il est cohérent. On est sur une collection d'archétypes, quoi. Voilà, exactement. Et le truc, c'est que je pense que c'est pour ça aussi que Mortal Kombat se vend super bien, presque au même niveau que Smash Bros. C'est que Smash Bros, tu as ce côté grande fête du jeu vidéo. Mais Mortal Kombat, tu vas avoir une grande fête des archétypes, et c'est ce qui permet aussi à la série finalement d'avoir un aspect qui la rend populaire aujourd'hui, d'avoir des guests. Où ça choque pas, parce que du coup t'as un Terminator qui arrive et tu dis bah oui, le robot qui va péter un vampire, normal, tu vois, genre il y a absolument aucune feinte là-dessus, quoi. Tu parlais des guests dans ta rétro, là tu parles de Terminator, on a eu même carrément Rambo, Kratos, Freddy, Jason, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Maintenant vous parliez de Smash et tout, prochaine question, à quand un perso de Mortal Kombat dans Super Smash Bros? Voilà, jamais. Ça fait jamais des années qu'on a... moi franchement je pense jamais, parce qu'encore une fois c'est deux univers très différents. Et Smash Bros, à la différence, c'est que c'est un Mario version Mortal Kombat. C'est que c'est un jeu guest, tu vois. Et malheureusement, si tu mets un personnage dans Smash, tu dois le dénaturer parce que le jeu c'est un jeu Peggy 7, Peggy 12. Donc moi personnellement ça m'intéresserait pas de voir Scorpion qui peut pas découper en doudou. Si tu mets Scorpion, faut aller jusqu'au bout. On a vu ça dans versus DC. Avec Sephiroth, on a vu avec DC déjà, on pouvait pas découper les persos de DC, et on l'a même vu avec la cinématique d'intro de Sephiroth quand il a annoncé. En fait genre il transperce Mario, mais en fait c'est sa salopette qui l'attrape. Ouais. Donc bon, c'est marrant. Ils ont même pas été foutus de le mettre dans Multiversus alors que c'est leur propre Smash. Donc moi je préfère un peu l'inverse, je préfère justement voir des Terminator et autres
à petite dose, parce que au final, Mortal Kombat, c'est un peu ce jeu aussi des boomers. C'est un peu un jeu de boomer au final aujourd'hui. Les petits s'intéressent pas à Mortal Kombat. Moi je suis streamer, je stream un peu de tout, mais étant d'un background Mortal Kombat, il y a aucun moins de 20 ans sur mon live à moi. Ouais. Tu vois, tu prends la moyenne d'âge de mon live, c'est 35 ans. Je pense que il y a une raison, il y a une raison, tu vois. C'est ce que je voulais dire quelque part, c'est que c'est un peu MK, la c'est grande boomer. fête du film série B voire série Des Z années 80, des c'est années ça. 80-90. Et avec tous les guests Ça qu'on a, marche. ça, Freddy Krueger, tu le disais, Predator, Alien vs Predator, qui est une de mes licences sci-fi que je kiffe de fou, même s'il y a eu beaucoup de mauvais films. Moi j'adore ça, je principe kiffe est ça de génial. fou. Le principe est génial de fou, c'est les crossovers que je kiffe en tant qu'enfant. On a eu Freddy Krueger comme je disais, on a eu Leatherface, Massacre à la tronçonneuse, c'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescent, j'ai eu peur au début, maintenant bon après ça va, on assume. On a eu John Rambo, Stallone. Bah oui. On Et a c'est- eu Stallone et Schwarzy se sont tapés dans Mortal Kombat. quoi. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à mettre C'est à un truc de ouf. mettre à jour même leur panel de référence. Là, tu l'as dit, il y a Omni-Man donc de Invincible, il y a Omni-Man. Homelander de The Boys qui peut pas être. Et Peacemaker. C'est un choix tellement évident de l'avoir lui dans ce genre de jeu, donc Bien ils sûr. arrivent à mettre à jour peut-être justement pour aller draguer la nouvelle génération, pour et dire ça bah, marche. genre essaye-le, genre t'as pas eu envie de jouer un jour Homelander, bah vas-y, tu sais quoi, chez nous tu peux le faire. Et du coup ça fait une super transition parce que c'est peut-être ouais une réminiscence de ces années série B. Série B c'est un truc qui existe plus tellement aujourd'hui parce qu'on offre plus tellement Ça de existe budget. encore, hein. C'est plus Ça ou moins. existe encore. On a du mal à offrir un peu de budget à ça. Ça sort moins, ça sort Philippe moins. Attends, ça sort Non, moins là, au c'est- là, cinéma là, français. là, t'es dans le nanar, mais Ça sort moins au cinéma français, mais ça existe. Mais il n'y a plus de direct to DVD parce qu'il n'y a plus de DVD. C'est du mais- direct ou VOD en fait. La Mais plupart. voilà, c'est du direct ou VOD, mais il y a encore des bons nanars. Mais c'est vrai que Mortal Kombat, même s'il a ce désir de maturité, ça reste un scénario C'est série B, y a pas de digne de problème. film de requin. Enfin, Bien sûr. clairement. hein, Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas plus logique qu'en 1995, après les deux premiers épisodes, ça allait relativement vite. Hein. Après les deux premiers épisodes, ils se sont dit, on a un truc à creuser. T'as des voilà, les opportunistes d'Hollywood qui disent, il y a une petite licence qui marche bien, il y a peut-être moyen de transposer ça et d'en créer une franchise Les opportunistes de transmédia. Midway, parce que c'est eux qui ont été à l'origine de beaucoup de choses et c'est un peu à cause d'eux que c'est mort Mortal Kombat. Ils ont abusé. Ouais, Sur les spin-offs, ils ont abusé. Midway est morné. Ils ont très très mal négocié. De toute façon, tu l'as suffisamment dit dans ta rétro. Le carrefour des années 2000, ça n'a pas été trop leur truc. Il n'empêche que, on a eu le droit en 1995 à Mortal Kombat, le film avec ce cher Christophe Lambert Et Robin Chou. mais pas que. Robin et Chou en Robin Liu Chou, Kang. effectivement. Et ça Et reste un Kari en Shang Tsung, tu m'excuseras. C'est un très grand acteur et ils l'ont pris Oui. en face model pour MK11. Ils l'ont pris pour, ils l'ont Ouais. enfin réhabilité C'est ça. l'acteur qui jouait Shang Tsung dans le film. Ils l'ont pris pour, voilà, comme ils ont Pour fait avec Mortal Megan Kombat Fox 11. dans le prochain. Quoi. C'est Il y a, de toute façon, c'est un peu comment dire, le cycle de la pop culture d'aujourd'hui. C'est-à-dire les choses qui étaient un peu honteuses, nanardesques, fut un temps, sont réhabilitées. Finalement, on se rend compte que ces acteurs-là, ces personnages-là avaient apporté quelque chose et avaient un réel intérêt. Donc, on boucle la boucle encore une fois, mais. Les films Mortal Kombat, c'est compliqué à regarder aujourd'hui. C'est encore une fois Qui veut commencer un syndrome d'un côté Alors, vidéoclub. Ou moi, c'est plus que ça. Je vais juste très rapidement, après je vous laisse la parole là-dessus. Moi, le premier film Mortal Kombat avec Christophe Lambert, je l'ai vu au cinéma. Je fais partie de cette génération qui a pu aller le voir au cinéma comme le film Street Fighter La chance. en son temps. Et il y a Moins vraiment la chance. il y a vraiment un truc qui était incroyable, c'est que moi je me souviens, on était sur les sièges du ciné et on attendait de voir des coups Des coups spéciaux. des finishes, et on en a eu droit à genre un à moitié. Enfin, on a un scorpion qui enflamme un mec, mais je me souviens plus qui c'est. Mais on cherchait à avoir des trucs hérités du jeu, et évidemment on doit se taper par un scénario qui est un peu celui du 1, etc., etc. Mais autant le film, il a ses qualités et ses défauts, mais il y a un truc qui reste, c'est cette musique techno avec ce mec qui gueule. Mortal Kombat. Ça, à l'époque, moi j'ai grandi dans le sud-ouest de la France et on avait beaucoup d'influence de la Machina espagnole. Et je peux vous dire que les versions Machina donc c'est de la techno, Il y des en avait des versions paquets. sauvages. Cette enfance dévoyée. Et qui reprenait du Mortal Kombat comme ça, qui balançait les digits avec le premier son comme ça qui est sorti en single. Il y avait la voix du speaker Fight. qui disait même les noms des personnages. Ah oui, Johnny au tout Cage. début. Ouais. Liu Kang. Sub-Zero. Johnny C'était Cage. trop bien, il y avait ce truc là, voilà. Et donc il y a ça fait partie de la pop culture générale, moderne, etc. Et j'adore ce truc, c'est-à-dire aujourd'hui, je vois pas quel jeu vidéo ça arriverait à sortir de ce carcan et faire un truc aussi marquant qui Aucun. pourrait être diffusé dans une boîte de nuit du Pays Basque. Enfin,
Et derrière, on a eu déjà ce Mortal Kombat là. Vous l'avez découvert, j'imagine, bien après, pas en 95. C'est un. Mais pas loin après. Hein. Ouais, moi, pas loin Mortal après Kombat non plus. 1, je l'ai en cassette. Je crois en 98 à peu près. La même année que j'ai eu un an avant le 2, parce que le 2 du coup Annihilation qui s'appelait Destruction Finale en français. Oui. Je crois il est sorti en 99 en cassette, je sais plus. 97 en cinéma, En France. donc cassette, ouais, 99. Peut-être un an et demi après. En France, c'est possible que Voilà. ce soit arrivé En tout cas sûrement voilà, plus tard. je sais que j'ai eu la cassette du 1 vers 98 et le 2 un an après je crois. Pour les plus jeunes, une cassette, c'était un truc en plastique. Et il fallait la rembobiner, Il fallait la rembobiner après au l'avoir début, vue, après l'avoir sinon vu, tu ouais. perdais une plombe. Et voilà. Et ma soeur elle rembobinait jamais les cassettes. Voilà. Donc en vrai je les ai vus assez tôt. Et vu que je jouais déjà à Mortal Kombat, du coup, Noël 96, c'était la suite logique. Et en tant que gamin, j'étais vraiment aspiré dedans parce que le film de Street Fighter 2, par exemple, était très mauvais, selon moi, selon ma vision d'enfant. Mais Mortal Kombat, celui de 95, je l'ai trouvé bon. Pour moi, c'est un de mes films préférés, tout jeu vidéo confondu. Le 2 est vraiment moins bon, beaucoup de faux raccords, très nanar. Quand t'as 8 ans, 7 ans, tu vois moins les faux raccords. En ayant grandi, tu les vois beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de budget. Et voilà. Et bon, aujourd'hui, c'est plus Destruction Finale, c'est plus ce film qu'on met pour se marrer sur le Discord. Oui, Tu vois, totalement, avec On ses est effets mort de 3D rire et pourris. tout, et tout, exactement. Mais celui de 95, ça joue. Et c'est vrai que dans 95, Ça il y a cette promesse non tenue, mais qui était pas tenable. C'est-à-dire que Mortal Kombat a été connu à l'époque sur ses fatalités. Et effectivement, dans le cadre d'un film qui doit sortir tout public, qui s'adresse plutôt aux jeunes, dans le cadre du cinéma, on peut pas faire ce qu'on fait dans le jeu vidéo, à savoir démembrer des gens, avoir du sang partout. Surtout que ça avait déjà défrayé la chronique à l'époque. Hein. Enfin, Oui, on parlait sort de 2 ans après le SRB. Donc, Et on parlait même de Nintendo. Le premier jeu sur Super Nintendo, il est ultra censuré. Contrairement à la version Mega Drive qui était une déclinaison de la version arcade. Faut attendre vraiment le 2 pour qu'on se dise allez, on y va à fond. On a compris c'est du second degré, mais peu de pour gens Nintendo le savent, c'était mais à la compliqué. base, Mario porte pas de salopette, hein, vraiment. Hein. Il a été censuré. Quelque Oh, chose merde. de dingue. Ça, je savais pas. C'est sale. Et finalement, on peut en plus vouloir faire du gore, vouloir rentrer dans le cœur de Mortal Kombat, comme ce qu'a essayé de faire celui de 2021. Et finalement, ça en fait pas un meilleur film pour autant. Alors hein. calme-toi, parce que tu es dans on t'appelle flegmatique, on sait très bien pourquoi, tu vois. Moi, je le trouve très bien ce film. J'ai bien kiffé ma soirée une dessus. daube. Je suis Non, navré, mais ça peut pas être une dope parce que j'ai doublé dedans déjà, pour commencer. Et j'ai bossé avec Donald hein, pour toute la VF. Ah mais ça je savais pas, faut que tu nous racontes ça là. Bah écoute, je suis à la maison en caleçon comme d'hab. Tu poses ta voix dessus ou tu travailles J'ai à posé ma l'adaptation voix dessus mais j'ai dit 2 phrases. Ouais. Mais sinon de base, c'est Warner qui m'envoie un mail et qui me dit écoute Donald Renew est du coup directeur artistique pour toute la VF. Donald Renew, on peut resituer un peu. Spider-Man, Titeuf, tout ça et compagnie. Tout le monde le connaît je pense. dire alors, doublage. un doubleur le très très doubleur de connu. légende qui a commencé très jeune, enfant, et qui est toujours là, et qui va être là, vous inquiétez pas. Il fait le taf. On embrasse Donald, et du coup Warner qui me dit, bah écoute, il y a Donald Renew qui est directeur artistique pour le film, on a besoin d'un expert Mortal Kombat qui peut bosser avec lui pour lui dire à peu près tel perso, comment il se comporte d'habitude dans le jeu et tout ça. Je dis, bah écoutez... je suis disponible. Bonjour. Bonjour. Vous avez Je mon suis CV là. ou pas Comment ça se passe? Je suis pas intermittent du spectacle, moi. Et on est parti. On a fait une bonne journée dans un studio à Saint-Denis, je crois, vers la pleine stade de France. J'ai regardé le film 3 fois le même jour, je crois. D'ailleurs, il manquait les effets 3D et tout. C'était la première fois que je voyais un film dans cet état. Donc il manquait les effets 3D et tout ça, donc j'ai regardé le film plusieurs fois. Après je suis allé en salle avec eux. On est repassé sur certains doublages. Donc par exemple Keno qui est un Australien très grossier et tout ça, on est repassé sur certaines choses pour que ça colle vraiment au personnage, même avec la VF, qu'on prenne l'ADN des persos. Donc c'était vraiment cool, très bonne expérience. Et bon, je suis rentré chez moi, j'ai fini de bosser, j'ai fait mes 2 jours. Et on m'a rappelé le 3e jour pour me dire il y a un figurant qui dit 2 phrases, c'est un petit cadeau si tu veux les prendre. Le petit clin d'œil quoi. Bien évidemment, j'ai pris l'RER A c'est cool. et je suis revenu. C'est Voilà. cool, c'est Bah cool. oui, beau gosse, J'ai fait attends. RER A, RER B, j'ai dit mes 2 phrases, je suis rentré et il y a mon nom en plus à la fin du film, donc Excellent. sympa. Après bon, ça en fait pas un excellent film, pour revenir du coup à la question principale, mais pour moi c'est pas un mauvais film. Pour moi en fait le film se perd un peu à la moitié et l'écriture du personnage principal laisse un peu à désirer, mais sinon... c'est le pire élément du film, en fait, le perso c'est le principal, pire quoi. élément du film malheureusement. C'est Mais le côté Sub-Zero, du coup Bian joué par Jota Slim, excellent acteur du cinéma asiatique. Les deux, Scorpion, Jota c'est- Slim et Hiroyuki Sanada. Ouais, c'est Sanada, et qui est Yoko incroyable. Sanada pour Scorpion. Donc en vrai, il y a du bon et du moins bon. Je peux pas dire que c'est totalement une double film, tu Mais vois. pour moi, c'est ça qui crée le. Enfin, c'est plus une déception qu'une daube. Enfin, voilà, c'est dans le sens où il y a cette super scène d'intro, même si le montage est un peu bon, bref. Et en fait, il y a une promesse, et pour le coup, ça, on le met de côté, et ça revient que à la On toute part fin. dans autre chose. Ouais. Et on se retrouve avec ce combattant de MMA nul qui existe juste pour le film, alors
qu'il y a 70 personnages dans lesquels piocher, qui se retrouve à la fin à Avec devoir, que d'armure en scénario. à devoir développer voilà, son pouvoir, il est quand même pas foufou, voilà. Et qu'en plus de ça, manchettes de Dieu. ouais, et qu'en plus C'est Shang-Chi quoi. et en plus, on te rajoute cette histoire de non, mais pour développer son pouvoir, il faut, je sais plus comment ils appellent ça dans le film, J'ai oublié. cette espèce d'étincelle qui doit se développer dans certaines situations particulières, alors que t'as envie de dire, mais assume. ton Fais un côté- Mortal Kombat, Ouais. fais ton tournoi là C'est un pour sauver la Terre. C'est un c'est Mortal tout. Kombat sans Mortal Kombat. Oui, c'est Il ça. passe le film à s'entraîner. C'est hyper décevant. Enfin, En fait, moi, c'est ça le truc sur ce film, c'est que j'aime beaucoup tout le soin qui a été porté sur l'iconographie, sur le respect des personnages, essayer de leur trouver. Alors, voilà, on a parlé de Sub-Zero et Scorpion, mais ils essaient avec Jax, même si c'est beaucoup moins, évidemment. Jax, c'est compliqué. Voilà. hein. Donc, Keno était excellent. le Kano, Pour moi, le- c'était, Kano, je pense, il- le meilleur stylé. le meilleur il y a personnage. Goro qui est là, il y a plein de personnages comme ça très emblématiques. Et c'est vrai que les choix de scénario. En fait, moi, j'ai un problème de scénario. c'est la construction. La construction Oui, du film. ça, c'est Limite, clairement, c'est ça. C'est un film qui te dit, bah venez, le 2 sera bien. Bah oui, mais là j'ai quand même payé ma place quoi. C'est là-dessus que moi je suis un peu en Je suis colère dans le d'accord sens avec où j'aurais aimé, adoré que la bande-annonce soit Le film entier. soit voilà. Tu peux nous regarder dans les yeux et nous dire que t'as vraiment payé ta place au cinéma pour aller Non, voir parce que je suis Mortal Kombat abonné. Non, ça, je suis abonné. non, mais, non, bon. sachant qu'en plus il est sorti, ça fait partie de ces films évacués par Warner Bros. Avec, Ouais. c'est la même période, c'est début 2021. Il a été, voilà, c'était la période où les salles, voilà, les salles, on avait cette incertitude sur la réouverture des salles, etc. Et c'est l'époque où Warner Bros. Était en plus en train d'ouvrir HBO Max aux États-Unis, donc ils ont bazardé celui-ci, Wonder Woman 84 et Kong versus Par contre, il a fait de très Godzilla. bons chiffres. Aux États-Unis, il a fait d'excellents chiffres. Ouais, de toute Le façon, week-end de sortie sur HBO c'est Max. une licence qui est toujours super populaire. aux C'est États-Unis. une institution américaine, clairement. Mais tu vois, pour moi, le Mortal Kombat 2021, pour tous ses défauts, vous avez totalement raison. Mais je trouve, tu vois, que le 95, quelque part, c'est. C'est le meilleur, je pense, au 95. Ouais. Bah, tu sais, moi, je me réveillais gamin à une heure l'esprit du mat Mortal pour Kombat. aller le regarder dans le dos C'est ça. des parents parce que c'était un film interdit, tu vois. Ah. Mais globalement, il y avait le côté kitsch du film des années 95 va bien avec le côté kitsch de la période 2D, des histoires de la période 2D. Et je trouve que le 2021, bah, ça, je trouve qu'il va bien avec le côté kitsch de MK9 justement, où on reprend un petit peu, on essaie d'être un petit peu plus sérieux. Mais ça reste série B, série Z, quoi. Tu vois, moi, j'ai kiffé ma soirée tranquillement devant, tu vois. Mais c'est là où je te rejoins sur l'approche, l'angle. Mais voilà, pourquoi ce personnage inventé alors que, comme l'a dit Mais Flegg, pourquoi voilà, ce perso et naze, ça, je lui tu vois. pardonne pas. Mais il y a tellement de petits éléments que j'ai kiffé où j'ai eu une Madeleine de Proust, tu vois, que je peux pas aller 100% contre ce film non plus, quoi. De toute façon, la vérité se trouve sur legrandpop.fr, puisque il y a un article Mortal Kombat 95 contre Mortal Kombat 2021, et à la fin c'est le 95 qui gagne. Voilà. On va passer peut-être rapidement sur les séries, à moins que vous les ayez vues et que vous ayez quelque chose à dire dessus. Il y a eu en dessin animé, ouais. il y a eu une série animée en plusieurs séries, 96, il y a eu une série live de 22 épisodes En 99, fin 90. Juste après Destruction Finale, ouais. Avec Ouais. le Great Kong là-haut. Je l'ai vu plusieurs fois. Ok, donc c'est quoi? C'est dans la veine de. Est-ce que c'est genre Xena Hercule-like? Ouais, voilà, c'est série B, nanar de l'époque. Exactement, c'est vraiment type Xena, la guerrière et compagnie. Tout ça, ouais. Voilà, Ouais. petit budget, des acteurs pas connus. Histoire vraie d'ailleurs, ancienne actrice porno dedans qui tourne, tu vois. Petite précision hors sujet, mais. Pour dire à quel point voilà, on n'était pas forcément là pour prendre Tom Cruise, mais on voulait faire ce qu'on pouvait et pas d'happy ending. Une fin d'ailleurs qui est un peu coupée à cause du budget et du coup à la fin tout le monde meurt. Tous les gentils meurent à la fin. C'est Voilà, littéralement la j'ai série. spoilé. Et à la fin tout le monde meurt. Est-ce qu'on aura un dernier cachet Non. Toi, t'as Et pas t'as lu eu, le scénario jusqu'au bout. Et t'as eu celle de vers 2010 qui sortait en plusieurs Legacy, ouais. Il s'appelle Legacy, Mortal Kombat apparemment. Legacy, pardon. T'as eu Legacy 1 et Legacy 2 qui je trouve personnellement étaient quand même bien. Dans mes recherches, j'ai vu que c'était des web-séries. Je ne sais pas si c'est encore trouvable Il y avait un bon aujourd'hui. budget pour des web-séries parce qu'il y avait quand même, il y avait l'acteur de Shang Tsung qu'ils ont Ouais. pris. Il y avait un très bon acteur pour Liu Kang aussi Donc Simon qui Liu. a fait pas mal de films au Japon, américano-japonais. Et ils ont été solides. À la fin, t'as le combat aussi Sector et Cyrax contre Hydro. Hydro qui est un perso qu'on voit dans le comics de 95-16. Personne ne le connaît, Hydro. Eh bah, tu me fais Et une tu super le vois transition dedans. parce que Mortal Kombat c'est aussi des comics. Il y en a eu dans les années 90 et il y en a eu jusqu'à 2015, en tout cas 2015, ouais. assez récemment. Donc tu peux nous en dire deux mots. Je pense pas que Menro. J'en ai pas Tax, lu pour le non. coup, moi. Ouais, parce que celui des années 90, bon, alors, c'est un peu du troll.
Enfin, c'est cool, mais il y a rien encore de percutant. C'est l'époque où Celui Sonic aussi avait son comics, donc voilà, exemple, c'est voilà. ce niveau de qualité-là. Il y Quoi. avait même un petit dessin animé d'ailleurs. Et mais celui de 2015, moi, c'est une excellente surprise. À l'époque, je suis en bachelor, je suis en 3e année, je vais en Angleterre 5 semaines avec ma classe. Et du coup, on est en Angleterre tout le mois de mai. Donc les comics sortent à ce moment-là. Et les 2 premiers, je les achète en Angleterre. Et je suis comme un fou. Je me dis, ok, là c'est sérieux. Ils mettent les blasts derrière. Ils ont pris vraiment des top tiers dessinateurs de comics. Pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop, dans le comics, souvent c'est un peu différent du manga. Un mangaka dessine son manga ou prend un dessinateur. Dans le comics, souvent t'as plusieurs artistes qui dessinent dans le même comics en fait. Donc le style peut changer en allant d'un à l'autre. Et en gros, l'idée c'était de faire le comics de Mortal Kombat X qui était ce qui se passait entre Mortal Kombat 9 et le jeu Mortal Kombat X pour la promotion du jeu Mortal Kombat X. C'est ça, parce qu'il sort en 2015, grosso modo en même temps que Mortal Kombat X. C'est ça, en avril. Et le comics c'est excellent. Personnellement, je le trouve très bon. Je le trouve très très bon. On revoit pas mal de persos de l'ère 3D qui malheureusement n'ont pas été dans le jeu ni dans Mortal Kombat 11, dans Havik qui est un des méchants principaux du comics. On revoit Sarina, pas mal d'autres persos. Bon, vous checkerez sur internet, ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'était vraiment une belle opération coup de poing. Et ils ont encore montré que Mortal Kombat c'est plus qu'un jeu de combat, mais c'est de la pop culture. Bah c'est complètement ça, et je sais pas s'ils ont prévu de faire revivre les comics pour MK1 ou pour plus tard, mais aucune idée. Mais pareil pour le film, hein, voilà, on disait le 2 sera bien, le 2 c'est pas sûr, pas sûr que le 2 arrive, hein. C'est vrai? Oui, le 2 c'est sûr, c'est une trilogie. Ok. C'est sûr, bien sûr, mais ça a marché. Ça a marché, tu vois, toi t'aimes pas, mais ça a marché. Ils sont rentrés dans leur budget. Et le 2 il va pas- être gueudin. C'est pas un échec. Et justement, en gros, à la fin du 1, l'objectif, c'est on va chercher Johnny Cage. Donc le 2 sera centré sur Johnny Cage. On a déjà l'acteur, c'est Karl Urban, qui affronte Homelander du coup dans The Boys. Ok. Qui était au père dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, dans le Seigneur des Anneaux, et qui à l'époque, dans un de mes films préférés, qui est un des méchants qui joue le rôle de Vako dans les Chroniques de Riddick. Voilà, les chroniques. parce qu'il y a un fan de Riddick dans cette pièce. Ils sont allés chercher. Il va me détester. Il va dire lui là, il aime trop les films bizarres. Ça fait partie des trucs que j'ai très envie de voir. C'est un angle mort que j'ai. Mais non, t'as jamais vu ça? J'en ai entendu du bien sur celui-là ou Pitch Black. Même les jeux à l'époque. En plus, Pitch Black, il n'y a pas de budget, c'est 2000. Ouais, mais Franchement, c'est solide. Il y a une ambiance, il y a un vrai Une truc. ambiance, ouais. Il y a une vraie C'est proposition. C'est vraiment cool. C'est vraiment Tu un vois. truc que j'ai envie de voir. Donc, ok. Et moi surtout, enfin voilà, pour boucler sur les films comics, etc. J'ai envie malgré tout de voir un Mortal Kombat au cinéma. C'est-à-dire, c'était quand même une partie de la déception. C'était aussi le fait d'avoir ça, mais de devoir le voir sur ta télé, chez toi. Bon, ça rajoute un peu au côté. Produit de seconde zone, quoi, alors que c'était le Covid en vrai. bah voilà, c'était une période compliquée. Ouais. Donc ok, bah écoute, on attend ça, et on va attaquer le gros morceau, en tout cas la dernière partie de ce podcast. Mortal Kombat 1, ça sort le 19 septembre. Il y a eu des périodes de bêta fin août. On l'a dit, c'est Liu Kang qui revient en tant que dieu du feu et qui prend un peu le lead sur tout le Il reste. prend le rôle qu'avait Raiden jusque-là depuis quelques épisodes en gros. Il prend 2 rôles même. Il prend le rôle de Raiden pendant le 11, et à la fin du 11, il prend le rôle de Kronika, qui est un titan, donc c'est une entité au-dessus des dieux anciens, et c'est elle qui modèle, entre guillemets, la timeline. Qui va créer Menro, qui doit taffer à Webedia, qui va créer Otaksu, qui doit faire des podcasts. Tu crées la timeline, tu crées les mondes, tu crées les personnages. Après, c'est les personnages qui doivent le finir eux-mêmes. T'as plus le droit d'intervenir en fait derrière. Et il va prendre ce rôle en fait. C'est un élément que je trouve super intéressant dans cette espèce de reboot qui n'est pas vraiment un reboot de MK1. C'est ça, c'est une suite justement. reboot en fait. Voilà, c'est que à la fin de MK11, ça spoil un peu, mais en même temps, c'est pas un grand spoil non plus. C'est que Liu Kang prend le contrôle de la timeline et a le choix de créer ce qu'il veut. Et c'est ce qui devient MK1. Donc même si vous n'avez pas fait l'intégralité des Mortal Kombat avant, ou même si vous n'avez pas démarré au 9 ou des trucs comme ça, vous pouvez démarrer à MK1 sans aucun problème, c'est ce qui justifie son nom. Mais du même temps, les grands fans qui ont suivi le périple jusqu'au bout sont pas laissés pour compte non plus, quoi. C'est vraiment continuité Il va y avoir absolue. des surprises. Ouais, Oui. en plus. Et je trouve que honnêtement, je trouve qu'en termes d'écriture, c'est un peu du génie, quoi. De se dire, on veut pas paumer les gens, mais on va pas faire un autre reboot, et d'arriver à le justifier scénaristiquement aussi bien. Alors un autre l'a fait, il est très bien parvenu. Ça spoil un petit peu aussi, hein, mais vous avez entendu parler de Final Fantasy VII Remake? Oui. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est à la fois un remake et pas complètement un remake. Et je m'arrêterai là pour pas spoiler plus. Mais Rebirth ne sera pas forcément un remake 2. Voilà. Ouais, mais ça, je trouve que ça reste quand même un peu différent. Parce qu'en vrai, Liu Kang, il reboot pas du coup. C'est-à-dire, Liu Kang, il fait toujours partie de la même timeline.
C'est ça en fait la différence que je trouve Ouais, qui est Il vraiment n'y a cool. plus qu'un seul personnage qui se souvient C'est ça. de toute Il y a l'histoire. lui, les dieux anciens ne sont plus, il y a les autres titans probablement. Mais je trouve que c'est cool en fait de le justifier de cette façon. Il n'y a pas en mode on va faire un reboot, c'est vraiment en mode ok, Otaksu, t'as gagné la guerre. Ah ouais, Bedia. Et c'est toi qui décides de la suite. Je remets la musique. Allez. Voilà. Tu remets la musique et tu Tous les remets jours. et tu remets toutes les autres émissions comme si de rien n'était. Ah, bien sûr. Tu mets d'autres mecs à d'autres places et en gros. J'ai le droit de Tu vois ce qui m'augmenter. se passe, Oui, j'ai le quoi. droit de m'augmenter, donc c'est Ouais. bon. Ouais, Par c'est exemple. parfait. Parfait. Mais je trouve que c'est cool de le faire comme ça. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'au début, ça semait beaucoup le doute. Les gens me demandaient, mais Reza, c'est quoi MK1 C'est un reboot ou c'est une suite Je dis, bah alors, c'est une suite. Mais du coup, Liu Kang va reset l'univers. C'est les deux Mais en c'est fait. une suite. Donc, c'est une suite reboot en fait. Je suis désolé, Et les si gars. vous allez chercher, Voilà. si vous tapez Mortal Kombat 1 trailer sur YouTube, vous avez une trouzaine de différents trailers Pas qui mal. mettent en place les différents Qui expliquent univers avec les différents personnages, les relations qui vont en tout cas la base des confrontations entre chacun des personnages, qui va affronter qui, et du coup on retrouve le début de l'histoire de Kitana et enfin en tout cas ça revient à la Shao qui n'est plus un Khan. voilà et Encore Qui est peut-être. général du coup. Ouais, ouais. qui est général. Et- Mais c'est vrai que c'est très rigolo, c'est de se dire que à un moment, Liu Kang, lui, tu le disais, a encore la conscience de ça, et en fait, les joueurs et les joueuses aussi. C'est-à-dire qu'il y a une proximité comme ça qui se fait, mais par contre, tous les autres personnages, c'est les pièces de l'échiquier qui vont avoir leur propre destinée, et c'est toute l'histoire de l'enjeu du scénario du prochain jeu, quoi. Donc ça c'est la partie histoire, évidemment c'est ce qui fait forcément parler, c'est de toute façon on l'a suffisamment dit juste avant, ça fait partie de l'ADN de Mortal Kombat et on a envie de connaître la suite. Maintenant il y a aussi le côté gameplay. Toi Reza t'as été un peu déçu côté gameplay sur le 11. Sur le 11, ouais. C'est ce qui avait fait que t'avais pas forcément continué sur la scène compétitive. C'est ça. Là celui-là, est-ce qu'il, en tout cas, qu'est-ce qu'il essaye de changer, qu'est-ce qu'il apporte? Celui-ci, en fait, il fait les choses bien parce que pour le coup, je pense que de toute façon, Ed Boon et l'équipe de Netherrealm, ils sont vraiment assez proches de la communauté. Faut dire, nous, ils sont venus en France, on les a interviewés, on allait à des tournois aux États-Unis, on a bu des bières avec eux entre deux poules, tu vois, ils sont vraiment là et avec la commu, ils sont vraiment très humains. Donc ça, c'est assez cool. Et même si Mortal Kombat 11, c'est le Mortal Kombat le plus vendu, ils savent que compétitivement, nous, on a été lésés. Ils ont vu tous les anciens partir à la retraite. Que ce soit les anciens d'MK9, les anciens d'MKX, il restait que vraiment ceux qui n'avaient pas le choix. Où il y en avait quelques-uns quand même qui aimaient bien le jeu compétitivement, mais on a eu aussi énormément de nouveaux qui ont aussi pu se faire leur nom, prendre leur place, et ça je trouve aussi cool. Mais ils savaient qu'entre guillemets, le jeu, ils savent faire un jeu à succès. On sait qu'MK1, il fera aussi ses 12 millions, 13 millions, 15 millions de ventes même possiblement. Maintenant, c'était de se dire, ok, on veut retrouver la commu compétitive, on veut pas qu'ils soient déçus. Du coup, ce qu'ils ont fait avec Mortal Kombat 1, c'est qu'ils ont fait un mix des meilleures mécaniques de Mortal Kombat 9, X et 11. Et en supplément de ça, ils ont rajouté du coup les caméos qui sera la nouvelle mécanique centrale. Parce qu'à chaque MK, il y a une nouvelle mécanique centrale. Caméo avec un K, Et évidemment. caméo avec un K, évidemment. Les combattants en caméo. Qui est un système d'assist. Donc, c'est pas des personnages que tu peux jouer, c'est des personnages que tu appelles en assist. Et ils ont mis le tout. Et on a eu deux tests en ligne, un stress test et une bêta. On a fait le premier stress test, on leur a envoyé tous nos retours. Ils ont fait des modifications par rapport à nos retours. On a fait la deuxième bêta, on leur a envoyé tous nos retours. Et ils ont déjà refait des modifications par rapport aux nouvelles vidéos trailers qu'ils ont mises. Donc ils sont vraiment à l'écoute et ils veulent que les joueurs s'amusent. Parce qu'ils savent que même si le jeu va fonctionner de côté commercial, ils n'ont pas envie que le jeu dure 1 an et demi compétitivement. Et nous aussi, on a envie d'y jouer pendant 4-5 ans s'il le faut. Donc je trouve qu'ils sont vraiment sur la bonne voie avec MK1 et qu'on va vraiment bien manger. Ils ont suffisamment confiance en leur mécanique de base pour qu'elle soit suffisamment accessible au grand nombre, C'est ça. tout en rajoutant des petites billes à droite à gauche pour les joueurs compétitifs qui ont vraiment envie de doser le jeu et d'y trouver de la diversité. Exactement. Et surtout, il y a un truc avec MK1, je pense que Reza, tu seras d'accord, c'est que là où ils ont pas mal perdu les joueurs compétitifs sur MK11, c'est que MK10 avait créé un gameplay qui te permettait d'avoir une telle créativité, une telle liberté dans tes combos. Et MK11, ils ont vraiment tout resserré pour essayer d'avoir un plus large public, faire en sorte que le jeu soit plus accessible. Sauf que dans leur recherche d'accessibilité, ils ont vraiment fermé la créativité des joueurs. Alors que MK1, en amenant justement ce système d'assist, donc c'est un personnage que tu ne contrôles pas, qui fait une action et qui repart ensuite. Comme dans les Marvel Capcom. en Voilà, gros. comme Marvel Capcom, surtout le 1 d'ailleurs. Du coup, tu as cette possibilité d'ouvrir le champ des possibles. Il va y avoir certains caméos qui vont avoir une posture plus défensive, ils vont repousser l'adversaire. Il va y avoir un caméo qui va envoyer une boule de loin, donc te permettre de zoner, d'être à distance. Un autre qui va te permettre vraiment d'étendre les combos, d'aller sur d'autres possibilités, etc. Donc tout ce système de caméo, en fait, plus que d'être un truc stylé où tu peux faire un petit clin d'œil à un perso que t'as pas vu depuis longtemps, tu vois, c'est aussi une manière de faire en sorte que le gameplay, 3 mois plus tard, tu trouveras de nouveaux trucs.
un mois après ça, tu trouveras encore de nouveaux trucs, etc., etc. Tu vois. Donc c'est une très grande preuve d'ouverture et de retour à ce MK10 qui était incroyable là-dessus aussi. C'est pas aussi une façon d'assumer le fait que on a différents personnages qui sont pas tout à fait censés se rencontrer, puis là tout d'un coup ils viennent à coopérer ensemble et on développe une mécanique de gameplay autour de ça. Ouais, c'est ça, parce que du coup, dans le mode histoire, il y aura des caméos aussi qui seront que dans le mode histoire, apparemment, de ce que disait Ed Boon dans les interviews. Donc, ça sent bon. En vrai, ça sent bon. Je pense qu'ils sont vraiment dans leur prime aujourd'hui. Et on a pu apercevoir, c'est disponible, j'invite à le regarder sur YouTube si vous voulez vous spoiler un petit peu, les 17 premières minutes du mode histoire sur IGN. Et vraiment, on est totalement dans le prime du cinéma hongkongais. Je parle très sérieusement. C'est mieux qu'MK9, c'est mieux qu'MKX, c'est mieux qu'MK11. Les relations entre les personnages, l'écriture, la mise en scène, tu vois, t'es au début, ils vont au bar, ils font des paris, ils font des choses, et c'est super bien mis en œuvre, et même l'expérience qu'ils ont pris au fur et à mesure des jeux, en faisant des choses parfois pas ouf. On disait, ah mais studio japonais, ça ils auraient mieux fait, ils auraient mieux animé ça, ils auraient mieux fait tel endroit. Bah là, dans le mode histoire, dans les 17 minutes du moins de ce qu'on a vu sur IGN, c'est parfait. Mortal Kombat, tous les jeux, depuis le 9 surtout, ont été reconnus pour la qualité de leur mode histoire. Hein. C'est vraiment le truc où dès que tu comparais à Street Fighter ou à toutes ces grandes séries aussi plus reconnues, on va dire, par la critique, mais qui font pas les mêmes ventes que MK, à chaque fois il y a Mortal Kombat, c'est juste l'exemple d'un scénario réussi, d'un mode histoire réussi. Et un truc qui a été assez amusant avec MK11, c'est que même si on n'a pas eu autant de suivi en termes de rajout de personnages, etc. que le 10 du coup précédent, on a eu le DLC Aftermath qui du coup a fait, on n'a pas réussi à convaincre les joueurs pros. Par contre, on a toujours nos gars sûrs de la communauté au large, grand public. On va leur mettre un énorme morceau de scénario par-dessus et c'était déjà d'un niveau assez énorme. Au point et on fait encore mieux. Aftermath fait encore mieux déjà que le jeu de base. Exactement. Et j'en profite même pour la précision, tu vois, et c'est là que NRS est fort, c'est que les joueurs pros de Mortal Kombat sont aussi des fans de Mortal Kombat. Et c'est le seul jeu de combat, je pense, qui fait ça. Tu vois, c'est le seul jeu de combat où un joueur pro peut y jouer pour autre chose que faire de la compétition. Tu vois. Tu vas pas direct en mode en ligne, non, en mode arcade bosser. Moi, jeudi 14, tu passes sur mon stream, je serai sur le mode histoire. Tu vois. Je serai sur le mode histoire, c'est obligatoire. Tu seras pas en train de taguer en ligne pour essayer de choper les... Je serai sur le mode histoire. Et tu fais pareil, tu peux faire le test pareil. Tu prends 10 joueurs pro de Street Fighter, 10 joueurs pro de Mortal Kombat. Tu leur poses chacun des questions sur le lore de leur jeu. C'est les mecs de MK qui vont gagner. Parce qu'en fait, depuis, on le disait tout à l'heure avec Deadly Alliance, le tournant qu'ils ont pris à cette époque, c'est qu'ils ont vraiment mis en avant les modes solo, le lore, et surtout le lore étendu, l'univers Mortal Kombat qui est aujourd'hui plus pop culture qu'un simple jeu de combat. Et nous tous, on boit ça, tu vois. Ils ont lancé un nouveau mode, un mode invasion. Je vais le faire en stream aussi, le mode invasion. Tu vois, j'ai pas le choix. Je suis fan. Ouais, vois, donc on va y aller, ça va être bien. Mais maintenant, ce qu'on veut savoir, est-ce que t'es chaud, est-ce que tu sens que t'es chaud pour revenir sur la scène e-sport compétitif? Est-ce qu'on va enfin acclamer notre français, bordel? Je pense que ouais. Je pense que ouais, c'est ça. C'est pareil, moi j'ai du mal à me forcer à faire les choses. Du coup, quand même, K11, ça me plaisait plus, j'ai arrêté directement. Parce que je tiens à ma santé mentale, surtout d'abord, avant tout. Et MK1, comme je le sens bien pour le moment, j'ai dit déjà à la commu que je me lançais. Bon, j'ai plus 23 ans, donc du coup, surtout, j'ai plus les mêmes priorités. Donc, j'aurai pas le même temps à accorder. Donc, on va faire les choses étape par étape. Pour l'instant, on vise la France et l'Europe. Et si ça se passe bien, pourquoi pas, on verra plus loin. Après, il y a un objectif Evo 2024 ou j'ai pas le temps pour faire l'Evo. Okay. À part si tu me donnes 3 000 € par mois, si tu veux, je m'entraîne. C'est important. Moi, c'est un truc, j'en parle en stream parce que souvent, les gens, je pense qu'ils savent pas ce que ça demande de faire top 8 à l'Evo ou même top 16 en fait. Même top 32. Et ils me disent, bah, Reza, est-ce que tu vas refaire ça? Est-ce que tu vas refaire ça? Je dis, mais les gars, si tu veux même juste viser un top 32, un top 24 à l'Evo, faut que je joue tous les jours. Donc on le resitue. Faut que je joue tous les jours, faut que je refuse des OP, mais faut que je bosse. Faut que je paye mes trucs. À un moment, faut manger quoi. Faut manger, exactement. Et malheureusement, tu vois, le jeu de combat, à part si t'es numéro 1 mondial, et avant ça, faut y arriver. Donc tu manges pas forcément de la même façon. Donc modestement, tu vois, on va viser au départ déjà la France. Ensuite, on va avancer tranquillement en Europe. Et si sur le chemin, il y a une belle équipe e-sport avec qui ça se fait, par exemple, nous avec BMS, je sais pas si on va refaire un contrat ou autre, à voir. Tant qu'entre guillemets je suis à l'aise financièrement derrière,
je peux mettre plus de temps de jeu. Ça dépend juste de ça au final. Pour resituer, l'Evo, c'est grosso modo le championnat du monde des jeux de combat qui se tient tous les étés. Le plus gros tournoi open. Ouais. C'est plus ça. Parce qu'au final, c'est pas un championnat du monde. En termes de. C'est ça. Pour donner un espèce d'équivalent, mais voilà, c'est. Parce qu'on a le World Tour. Ouais. On a nos World Tour sur les jeux. C'est le plus gros en termes de joueurs. Enfin, sur c'est ça. Championnat. C'est ça, exactement. Tu l'as fait en 2019. Sur Mortal Kombat, il y avait plus de 1500 joueurs. Enfin, on était 1600 et quelques quoi, sur MK. Au total, t'avais 9000 joueurs à peu près. Mais c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est une grosse spécificité de l'Evo, c'est que c'est un tournoi open, quand tu disais, ce qui veut dire qu'en fait, n'importe qui peut s'inscrire. Ça veut aussi dire que quand tu es français et que tu dois payer ton billet d'avion pour aller à l'Evo, qui est évidemment à Las Vegas. toujours à Las Vegas, en plus dans le Monterey Bay, ou je sais plus comment il s'appelle. Mandela Bay, ouais, c'est ça. Mandela Bay, voilà, c'est ça, merci. C'est-à-dire que tu peux, au premier tour, tomber sur le plus gros joueur pro mondial, te faire sortir, et tu t'es mis je sais même pas combien ça coûte un billet pour Las Vegas, mais c'est cher, chiffres, quoi. Quasi 1000 balles. Et même les hôtels c'est cher, les hôtels c'est cher, la bouffe c'est cher. C'est ça. Donc t'as tenté toute ta life pour ça, et puis malchance du tirage au sort, tu te mets 1000 € dans les dents à grand minimum. Donc vraiment l'Evo, c'est comme tu le disais, c'est pas forcément le championnat mondial, etc. Par contre, c'est le championnat de la cruauté, il n'y a pas de feinte. Et il y a un truc aussi, c'est que le réseau Mortal Kombat, et particulièrement à l'époque de Mortal Kombat 10, c'est plus ou moins sorti de ces créneaux-là et a créé son propre système. Alors je me souviens son plus World Tour avec ESL à l'époque. Avec et on ESL, avait 8 semaines de qualif en ligne. Exactement. Et après t'étais défrayé aux États-Unis. Exactement. Et t'avais du coup un système de soutien des joueurs qui était plus puissant que sur d'autres compétitions, notamment Street Fighter, où là c'était vraiment la cruauté. Il fallait voyager tout seul à l'époque. Ouais. Donc c'est-à-dire eux-mêmes soutiennent à fond leur système compétitif. En fait, c'est l'avantage de Mortal Kombat, c'est que c'est un jeu qui est développé par des Américains et qui a une culture américaine et qui a un suivi américain. Ce qui veut dire aussi que ils savent exactement ce qu'est l'e-sport et donc ils savent comment le soutenir aussi, en fait. Donc il y a vraiment une démarche de soutenir les joueurs que tu vois plus rarement chez d'autres. Alors aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus développé parce que justement l'exemple de NetherRealm à l'époque de MK10 a aussi bien marché, enfin un peu fait toper aux portes des développeurs japonais et autres, et aussi l'e-sport a fait en sorte que les éditeurs, les antennes américaines des éditeurs japonais ont pris le contrôle enfin, tu vois. Mais ça, on le doit aussi à MK, hein, faut pas croire, hein. Donc la scène compétitive peut remercier aussi NetherRealm. Menro, quelque chose à rajouter? Non, c'est vrai, souvent, moi j'étais un joueur de Killer Instinct, alors au tout petit niveau, hein, mais j'aimais beaucoup cette saga, et je pensais que l'arrivée de Microsoft en tant qu'éditeur américain et par rapport aux infrastructures, que ce soit en ligne ou comme ils avaient accompagné en termes de cash prize à l'époque les tournois de Halo et tout ça, je pensais que ça se passerait de ce côté-là plus, cette démocratisation, cette ouverture, mais c'était sans compter justement sur la popularité de Mortal Kombat et de cette saga de 30 ans voilà, donc c'est vrai que l'arrivée pour le coup de Warner a permis beaucoup de choses sur le renouveau de cette saga et de son implantation dans le milieu des jeux de combat. C'est vrai que pendant très longtemps, quand on était joueur de jeux de combat, on était quand même très orienté par le côté japonais des choses. Et là, il y a eu un petit peu remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Professionnalisation énorme. Hein. Voilà, donc faut aussi admirer ça et savoir l'apprécier pour ce que c'est. Et donc voilà, moi aussi, je suis très curieux de voir ce que pourra faire ce MK1. Surtout que voilà, moi, le 11, je l'ai complètement fait l'impasse dessus. Même en termes de scénario, de tout ça, donc voilà, je suis très attentif et je rêve de mettre la main dessus pour pouvoir voir un petit peu, manette en main, quelle est la proposition de gameplay en fait, c'est ça aussi. Eh ben ça sent bon tout ça, et donc au moment où le jour de publication de ce podcast, le jeu ne sera pas encore sorti, mais venez nous faire vos retours si vous si vous y avez joué, si on vous a donné envie. Nous on n'a rien à gagner à ce que vous y jouiez, mais en tout cas on est relativement enthousiaste là-dessus, et puis surtout allez voir Reza sur sa chaîne Twitch et maintenant, dis-nous, ouais. c'est quoi le programme? Où est-ce qu'on te retrouve C'est le moment que j'aime pas là dans les podcasts où il faut faire la pub. C'est ça. Oui, vas-y. Vous pouvez suivre Reza sur twitch.tv/mk_Reza, stream quasiment tous les jours, des heures durant, que du jeu Banam. magnifique. Voilà. Moi, j'ai envie de dire l'école du gameplay, hein, évidemment. Énormément de podcasts aussi. On sait que tu as un podcast sur la boxe, il me semble. C'est ça. Là, il est un peu en stand-by. On va le faire un peu tous les 3 mois maintenant
pour avoir plus d'actu, mais ouais, on l'a lancé récemment. On va reprendre l'école du gameplay aussi, mais en IRL normalement aussi. Ah, ça va être beau ça. Et surtout, n'oubliez pas que Reza, c'est un énorme organisateur de tournois sur Paris. Si vous avez besoin d'avoir une scène compétitive sur Paris, il faut appeler Reza. Il y a les Galaxian Explosion, où tu es à l'e-spot, si je ne m'abuse, quasiment toutes les semaines, le mercredi, on a fait toutes les semaines mercredi pendant tout juin et juillet. Là, au mois d'août, on a pris la pause, et en septembre, je dois finir d'abord quelques trucs, et je pense qu'on va relancer d'ici la fin du mois avec MK1 et Street 6. Donc c'est où? e-spot Paris, c'est à Paris Centre. C'est le nom. C'est à Paris, c'est à l'e-spot. Donc Paris, c'est à Paris Centre, le Louvre. Aucune excuse pour personne, c'est à la même distance pour tout le monde. Allez-y. De Paris. Et les tarifs sont compétitifs, les joueurs pros sont tous présents parce qu'évidemment Reza c'est aussi un gars de la commu qui ramène les plus grands comme les plus petits pour doser. Il y a du free play pour apprendre. Voilà, c'est vraiment en gros, si vous faites un tournoi sur Paris, quoi qu'il arrive, vous allez avoir Reza, que ce soit à côté pour organiser les choses ou que ce soit pour commenter mais d'une dinguerie avec une hype folle et un swag fondamental. Et il vaut mieux l'avoir là que dans la poule contre soi. Je vais faire de cadeau à personne. Hein. Voilà, ça te va comme instant pub. Ça me va bien, merci beaucoup. Écoute, soyez nombreux, venez comme vous êtes. On fera le story mode en stream quand le jeu sortira, on fera le mode invasion, on fera de la dose. J'ai prévu un petit ce bâton, je pense, du 15 au 18, quelque chose comme ça. 3 jours où je vais essayer de me faire à peu près 12-13 heures de classé par jour. Pour pousser au maximum dès le début un petit peu, bosser les match-ups, rentrer dans le dur, parce que c'est comme on dit, de toute façon, si tu fais tout le travail au début, après c'est plus facile. Donc je préfère bosser directement et après que ça soit un peu plus simple, quoi. Le train dès le départ. On sera là et on suivra ça, on espère, sur toutes les grosses compétitions françaises et européennes, voire internationales, qui sait. Et comme j'aime beaucoup cet exercice, Menro, où est-ce qu'on peut retrouver Otaksu ? On peut retrouver Otaksu juste en face de moi là. Alors, évidemment sur les internets c'est @Otaksu. On peut le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et évidemment, si on doit mettre un truc en avant, c'est la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, si vous êtes fan de technologie, de high-tech essentiellement, mais pas que. Voilà, la chaîne Otaksu sur YouTube. Et Otaksu, où est-ce qu'on peut retrouver Menro ? On peut retrouver Menro sur son canapé en slip à jouer à Zelda Tears of the Kingdom, évidemment. Surtout, on peut le retrouver aujourd'hui principalement sur Twitter, @Menro, MENRAW, sur Instagram également, avec un autre compte Vitrine Magique qui, hélas, est un petit peu... Il faut que je le reprenne, celui-là. Il est en dilettante, celui-ci. Surtout, je pense que vous devriez vraiment commencer à observer du côté de youtube.com le nom Menro, puisque... J'ai ouï dire dans les astres qu'il pourrait se passer quelque chose. Breaking news. Il pourrait tout à fait se passer des petites choses. On suivra ça. Tu nous feras la pub et bien la prochaine fois de ton propre contenu sur YouTube. Et en ce qui me concerne, c'est @phlegmatic_ sur Twitter et @notphlegmatic sur Instagram. Et surtout, suivez le Grand Pop sur tous les réseaux. Nous sommes évidemment sur Twitter, Facebook, Instagram également, et sur toutes les applis de podcast que vous aimez. Laissez-nous des étoiles, un max d'étoiles, un petit commentaire. On aime avoir vos retours. On aime savoir ce qui vous a plu. On est parti sur une nouvelle formule pour cette rentrée. On a l'ambition d'avoir des invités récurrents et de publier ça toutes les 2 semaines. Donc suivez-nous et on vous espère nombreux et on vous retrouve c'était top, hein. Merci pour un prochain épisode. Merci Reza d'avoir ouvert cette saison. On est notre parrain de la saison. Voilà le parrain de la saison. C'est le tout premier invité du Grand Popcast. Merci beaucoup les gars, c'est un honneur et je serai disponible pour revenir si un jour vous faites une émission sur le GOTY en décembre. Moi c'était un peu ma spécialité à Webedia, casser du sucre sur un peu les jeux que tout le monde aimait. Mais cette année il y a eu des bons jeux il y a eu de bons jeux. C'est un bon cru 2023. Et pas forcément là où on les attend. On embrasse. Allez Reza, c'est le moment où tu peux parler d'Armored Core. Je vais y venir, mais attends, avant même ça, on embrasse Focus qui a sorti Warhammer 40K Bolt Gun, qui est un de mes jeux de l'année. Je parle très sérieusement. Bolt Gun, c'est un de mes jeux de l'année. Il y a eu En Garde par un studio de Montpellier. Ça, excellent. Il y a eu Armored Core, enfin, c'est terminé, roulade R1, on en avait marre des Souls. From Software qui revient sur Armored Core, un jeu que j'ai connu à l'époque, parce que je suis un peu un bébé des mechas sans être un bébé des mechas, moi. Tu vois, j'ai toujours eu un peu cette relation, j'aime bien les mechas, mais j'aime pas trop.
mais les jeux de méca, j'y jouais toujours, tu vois. Et ça fait très longtemps qu'on a payé un jeu de méga stylé. Carrément, j'ai fait le Gundam Chibi qui est sorti pendant le Covid, là, je l'ai fait en stream. J'attendais un truc et quand ils ont annoncé Armored Core 6, moi J'attends j'étais toujours content, Zoé tu 3, vois. mais. Ouais, bah là, C'est marrant. il n'y a pas Zoé, mais en vrai, Armored Core, tu peux foncer. Je suis déjà à 80 heures. Je suis déjà à 80 heures quasiment. Je me tue au PVP, je me tue au solo. J'ai fait mes NG +2, +3. Le PVP joue énormément contre les Japonais, contre les Américains, c'est trop lourd. Là, je vais arrêter parce qu'il y a Mortal Kombat 1. Mais au moins, voilà, j'ai rentabilisé, j'ai fait mes heures. Je pourrais en parler de manière légitime, mais il y a eu plein de bons jeux cette année. Et il y a Lies of P qui sort, bah du coup, on revient sur Roulade R1. C'est un Souls, mais je trouve que c'est un Souls en termes d'ambiance qui est vraiment cool, même si beaucoup diront « Ah, c'est juste une copie de Bloodborne ». J'aime bien ce côté, moi, Pinocchio revisité. Mais il sera dans le Game Pass en plus, il sera dans le Game Pass Day One. Il sort le même jour que Mortal Kombat, malheureusement, le 19. Oh. Donc pour moi, je sais pas. Ce sera soit entre 2 gros tournois, dans un break, je prends 3 jours en stream, je le tabasse. Mais je le ferai avant l'émission du GOTY. Pour te détendre, tu vas te On en faire un parlera. Souls, quoi. Oh bordel. Mais c'est ça qui est bien, c'est la détente. Ils ne sont pas comme nous. Mais non. Voilà pour la partie JV. Je suis désolé, c'était du hors sujet. Ah non, mais pas de problème, et on en parlera. On a notre petite cérémonie annuelle. Les Pop d'Or. Effectivement, où on revient sur la pop culture de l'année, jeux vidéo, mais pas que. Et on se fera aussi notre petit plaisir. Ouais, séries, jeux Film. vidéo, il y a Animé, film, même littérature de animé, genre. littérature, tout ce qu'on a, C'est musclé. tout ce qu'on a aimé, pas aimé pendant l'année, avec des catégories plus ou moins sérieuses de notre cru. Ça nous fait marrer, et ce sera d'ici à la fin de l'année. Entre autres choses qui vous attendent durant cette saison. Voilà, on a été bien complet. On espère qu'on vous en a donné envie. Vous avez maintenant en plus plein de recos pour le reste de la rentrée. On vous dit merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et à dans 2 semaines. Ciao ciao. Ciao. Get over here.